Cette vidéo fait suite à celle sur l'animation dans Neon Genesis Evangelion et ses conditions de production. Je vous conseille de la visionner en premier car j'y ai fait l'historique du studio d'animation Gainax et j'ai défini certains termes comme celui d'OAV. Vous pouvez y accéder grâce au lien dans la fiche qui se situe en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série d'OAV Gunbuster, la deuxième production du studio et la première réalisation d'Hideaki Anno. Après l'échec commercial que fut le long métrage Les ailes de Néhémise, sorti en 1987, il fallait que le studio Gainax se réoriente vers quelque chose de plus lucratif. Ils vont alors se concentrer sur la production d'une série de 6 OAV qui sortira en 1988, Gunbuster. Contrairement au direct to vidéo américain, l'OAV ne désigne pas nécessairement des petites productions refusées ou pas assez rentables pour être proposées dans le circuit classique. Ces productions sont en réalité très diversifiées. Au Japon, le support physique est considéré comme bien plus noble qu'en Occident. Les tarifs sont onéreux et les tirages sont limités, ce qui permet une source de revenus nettement plus confortable pour les studios modestes. Ce système permet la production d'œuvres ciblant un public restreint et assure leur rentabilité. Gunbuster est donc un animé de science-fiction militaire et de robots géants. Celui-ci se déroule en 2023. Noriko, une jeune adolescente de 16 ans, intègre une école de pilotage de robots. Son but est d'aller dans l'espace afin de suivre les traces de son père, un officier spatial tué par les extraterrestres 8 ans auparavant. Le titre de l'animé ainsi que son scénario sont inspirés du blockbuster Top Gun de Tony Scott. Hideaki Anno avait un contrôle total sur son œuvre, y compris concernant la direction artistique. Nous pouvons même supposer qu'il a lui-même réalisé la plupart des visuels de Gunbuster. Anno, ainsi que son équipe, ont passé un temps démesuré à concevoir chacun des vaisseaux et des robots afin de les rendre aussi vraisemblables que possible. Son approche n'est pas celle d'un amateur chevronné, mais celle d'un artiste malin faisant preuve d'une curiosité studieuse. À cela s'ajoute le charme désuet d'une esthétique très connotée années 80. La réalisation d'Anno est reconnaissable entre mille. Comme dans Evangelion, on constate l'emploi de techniques et de cadrage peu fréquents dans l'animation japonaise. Chaque scène nous est présentée sous divers angles, et l'accent est souvent mis sur des objets industriels inanimés, occupant une grande place dans le cadre. Chaque plan est millimétré. Cela relève pratiquement de l'exploit d'avoir su atteindre une telle maîtrise visuelle, tout en disposant d'un budget aussi limité. L'un des plans iconiques de l'animé, c'est l'apparition du fameux robot Gunbuster. Ce monstre majestueux émerge de la fumée les bras croisés, comme s'il savait que la bataille était déjà gagnée. Ce plan sera d'ailleurs repris dans Gurren Lagann, un animé de 2007 produit par le même studio. Gainax occupe une place importante dans le secteur de l'animation japonaise pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont à l'origine du révolutionnaire Gainax Bounce, une technique d'animation permettant aux seins volumineux de défier les lois de la physique. Mais surtout, ce qui caractérise le plus les productions du studio, c'est la passion. Cela peut sembler un peu cliché dit comme ça, mais Gunbuster est véritablement l'œuvre de passionnés. C'est le produit d'une époque où le préformaté n'avait pas encore remplacé la vision d'artiste. On ressent l'amour insufflé par l'équipe dans chacun des plans de Gunbuster. Son rythme intensif nous emmène d'une scène mémorable à une autre, au sein d'une structure narrative tout aussi archétypale que monumentale. Le développement du personnage de Noriko est relativement convenu, certes, mais cette dernière dégage une telle candeur et une telle sincérité qu'elle en devient magnétique. Nous observons avec joie son évolution d'une recrue fragile et peu confiante à une figure forte et inspirante. Il faudra attendre Simon dans Gurren Lagann afin d'assister à l'évolution d'une figure tout aussi marquante et charismatique. Gunbuster fait donc cohabiter un récit de guerre interplanétaire avec les états d'âme d'une adolescente pleurnicheuse. Le premier épisode parodie explicitement les séries sportives de l'époque, et surtout l'animé de tennis, Jeux, c'était match. Mais dès le deuxième épisode, Gunbuster devient incroyablement terre-à-terre. Le postulat de départ est traité avec un premier degré absolu, et cela confère à l'animé une sorte de naïveté. Mais cela n'est pas un hasard, car l'œuvre fait corps avec le caractère de son protagoniste, Noriko. Cette naïveté est aussi une composante essentielle de l'émotion qui est générée, et contribue largement à son intensité. Gunbuster ne se démarque pas de la culture feuilletonesque japonaise, qui est friande en relations complexes. Celles-ci sont parfois tragiques ou inattendues. Par exemple, le coach de Noriko n'est autre que le dernier homme à avoir vu son père avant que ce dernier ne meure héroïquement. L'espace est un lieu permettant d'amener un aspect dramatique et spectaculaire au récit. Tout ce qui s'y déroule prend de telles proportions que cela en devient épique. Gunbuster emploie également la théorie de la relativité générale d'Einstein, selon laquelle le temps s'écoulerait différemment à proximité d'objets denses ou à une vitesse élevée. Concrètement, cela signifie que durant ces voyages spatiaux, Noriko ne se situe plus sur la même ligne temporelle que le reste du monde. Alors que ses proches vieillissent inexorablement,
Noriko s'enfonce dans une solitude croissante. Le suspense portera de plus en plus sur la lourde charge qui attend Noriko face au facteur temps, et vis-à-vis d'une humanité qui ne la concerne plus vraiment. On retrouvera cette même thématique 26 ans plus tard, dans Interstellar de Christopher Nolan. Découvrir Gunbuster, c'est également l'occasion de retrouver par petites touches certains détails et certaines idées qui marqueront le style d'Hideaki Anno dans les décennies à venir. Tout comme Evangelion, les réflexions métaphysiques prennent le pas sur ce qui semblait être une simple histoire de robots géants. Et de la même façon, le récit s'achève sur un épisode final expérimental, où l'emphase est mise sur la psyché des personnages. Le lien qu'entretient Noriko avec sa machine n'est d'ailleurs pas sans rappeler la fusion opérée entre Shinji et son Eva. Même si le pilote ne partage pas encore la souffrance endurée par le robot, l'une des scènes finales de Gunbuster semble l'évoquer. On constate également la propension du réalisateur à traiter de sujets graves. Ici, il s'agit de traumatisme et de solitude. C'est aussi amusant de noter que les deux animés mettent en scène un protagoniste qui a un complexe vis-à-vis de son père, et qu'ils côtoient tous deux une rousse européenne qui a pour trait de caractère le fait d'être arrogante. Gunbuster a été l'une des premières œuvres que j'ai visionnées lorsque j'ai voulu m'intéresser plus sérieusement à l'animation japonaise. Il m'arrive parfois de revoir certains animés que j'ai particulièrement appréciés afin d'y poser un regard neuf. La plupart du temps, je me rends compte que je suis devenu plus exigeant. Mais Gunbuster, lui, me plaît toujours autant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai su vous vanter les mérites de Gunbuster. Je suis ravi d'avoir pu aborder le travail d'Hideaki Anno à travers cette vidéo et la précédente. Il est fort probable que je parle un jour à nouveau de l'une de ses réalisations. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Cinétique.